Il est revenu riche et seul. Mais quelqu'un l'attendait sans jamais l'avoir connu. Mais avant de continuer cette histoire émouvante, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun de nos récits. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Le train ralentit en approchant de la petite gare oubliée, bordée de cyprès et de silence trop long. Gabriel Morel, costume impeccable malgré les heures de voyage, reste immobile, debout dans le couloir du wagon, les yeux perdus dans un paysage qui lui semble à la fois étranger et viscéralement familier. Chaque virage du rail, chaque arbre tordu par le vent, chaque clocher à l'horizon semble murmurer son nom, comme s'il n'avait jamais vraiment quitté cet endroit. La porte s'ouvre avec un sifflement, et il descend, valise à la main, dans une atmosphère de fin d'après-midi tiède, où la lumière dorée filtre entre les feuilles des platanes. Personne ne l'attend, et c'est précisément ce qu'il espérait. Pas de journaliste, pas de curieux, pas de souvenirs vivants pour lui rappeler ce qu'il a fui, seulement l'air pur de son enfance et les ruelles pavées qui gardent en silence les secrets des hommes. Il traverse le village, presque méconnaissable sous la barbe soignée et les lunettes de soleil. Les visages ont changé. Les maisons, repeintes. Le vieux café est devenu un salon de thé bio. Pourtant, il y a une fissure dans le trottoir qui est toujours là. Comme une preuve que certaines choses ne bougent jamais. Au détour d'une ruelle, il s'arrête net. Une jeune fille traverse la place en courant, ses cheveux châtain clair volant derrière elle, son rire résonnant contre les murs de pierre. Elle porte un vieux pull bleu, un sac trop grand pour elle et ses traits. Gabriel reste figé. C'est comme voir un écho de son propre visage. Le même regard, la même fossette dans la joue gauche quand elle sourit. Il ne sait pas pourquoi. Il la suit. Il se sent ridicule, presque fou, mais il la suit à distance jusqu'à ce qu'elle entre dans une petite boutique fleurie. Il s'arrête devant la vitrine. L'enseigne en bois peint dit simplement « Les fleurs d'Élise ». Son cœur s'arrête, Élise. Ce nom qu'il a évité pendant plus de 20 ans. Ce nom qu'il a aimé avec une intensité qu'aucune autre femme n'a su égaler. Et maintenant, ce nom revient le frapper comme un boomerang silencieux, dans la vitrine d'un magasin de fleurs, tenu, apparemment, par celle qu'il n'a jamais osé affronter. À l'intérieur, la jeune fille rit avec une femme aux cheveux noués dans un chignon simple. Élise, plus âgée bien sûr, mais c'est elle. Ses gestes sont les mêmes. Elle parle avec les mains. Elle arrange un bouquet avec la précision d'un souvenir. Et quand la jeune fille l'appelle « maman », Gabriel chancelle intérieurement. Il s'éloigne. Il tourne à gauche, puis à droite, sans penser, le cœur battant si fort qu'il croit que le village entier peut l'entendre. Une fille. Sa fille. Il ne veut pas y croire. Il ne peut pas y croire. Et pourtant, quelque chose en lui sait déjà que c'est vrai. Parce qu'en la regardant, il a senti un vide se remplir. Un vide qu'il n'avait jamais su nommer. Il passe la nuit dans une auberge modeste, l'esprit en feu. Il se repasse chaque moment avec Élise, chaque choix qu'il a fait, chaque silence qu'il a gardé. Il se souvient de la lettre qu'il a retrouvée, écrite à elle, jamais envoyée. Il se souvient de la décision qu'il avait prise, partir à Paris, faire fortune, oublier, mais on n'oublie pas ce qu'on a laissé. Inachevé. Le lendemain matin, il retourne devant la boutique. Il n'ose pas entrer. Pas encore. Il reste assis sur un banc, regarde la vie défiler, regarde sa fille balayer la devanture, plaisanter avec un vieux monsieur qui passe avec son chien, vivre sans savoir. Le temps semble suspendu. Le passé cogne à sa porte, et au fond de lui, une seule question tourne en boucle obsédante. Est-ce qu'il est trop tard pour être père ? Gabriel Morel était le genre d'homme dont on ne voyait que l'ombre dans les magazines de luxe. Un nom murmuré dans les coulisses des grandes décisions, un regard furtif sur les plateaux télé lors d'interviews rares, calculées, toujours millimétrées. À 41 ans, il dirigeait l'un des groupes technologiques les plus puissants d'Europe, mais personne ne savait vraiment qui il était. Son visage apparaissait parfois dans les journaux économiques, entre deux graphiques vertigineux sur l'intelligence artificielle ou la conquête spatiale privée,
mais aucun article ne parvenait à capter ce vide étrange dans son regard. Il vivait dans un duplex de verre et d'acier au sommet d'une tour à la Défense, à Paris. L'intérieur était impeccable, trop impeccable. Tout était aligné, silencieux, fonctionnel. Le genre de silence qui ne repose pas, mais qui pèse. Le matin, son café était prêt avant même qu'il n'ouvre les yeux. Un assistant vocal lui rappelait les réunions de la journée, les fluctuations de ses actions, les décisions à prendre. Chaque minute de sa vie avait un coût et une optimisation. Mais ce que personne ne voyait, c'était les soirs où il dînait seul devant une assiette parfaite, servi par un majordome robotisé. Les soirs où il rentrait d'un gala de bienfaisance avec un sourire de façade, pour retrouver le vide de son salon, immense et muet. Les soirs où il ouvrait le piano à queue noire dans le coin de la pièce, effleurait les touches, puis le refermait sans jouer. Parce que même la musique lui rappelait quelque chose qu'il avait perdu. Il ne portait pas d'alliance, il n'avait pas d'amis. À peine quelques contacts utiles, soigneusement entretenus. Une photo de son chien, mort depuis 6 ans, trônait encore sur son bureau. La seule trace d'un lien sincère. Quand ses collaborateurs lui souhaitaient un bon anniversaire, il répondait par un simple « merci » sans émotion. Parce qu'il savait qu'aucun d'eux ne connaissait réellement la date exacte. Sa vie était une réussite incontestable, aux yeux du monde. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. Chaque nuit, une angoisse silencieuse le rongeait. À quoi bon tout cela? Les trophées alignés sur l'étagère, les parts de marché conquises, les prix internationaux, tout brillait, mais rien ne réchauffait. Il vivait dans une cage dorée qu'il avait lui-même conçue, pièce par pièce, en croyant que l'argent rachèterait le passé. Mais le passé ne s'achète pas. Et un jour, sans crier gare, ce passé frappa à sa porte. Dans un vieux carton oublié, en rangeant des papiers pour une donation caritative, il tomba sur une enveloppe jaunie. L'écriture, fine et tremblante, était la sienne. Elle portait un prénom qu'il n'avait pas prononcé depuis plus de 2 décennies, Élise. Il ouvrit la lettre. Une déclaration maladroite, brûlante de sincérité, écrite à 18 ans et jamais envoyée. Une lettre dans laquelle il lui promettait de revenir, de ne jamais l'oublier, de la retrouver quand il aurait réussi. Il sentit une vague eau traverser son corps, un frisson, un vertige, une sorte de honte glacée. Il n'avait jamais tenu cette promesse, et soudain, il ne put plus ignorer ce vide. Il ferma son ordinateur portable, annula ses réunions de la semaine, coupa son téléphone. Il sortit une valise du placard, y plaça quelques vêtements, un carnet et cette lettre destination, son village natal. Il ne savait pas ce qu'il allait y trouver, ou qui, mais il savait, au plus profond de lui, qu'il ne pouvait plus fuir. Car parfois, ce n'est pas l'avenir qu'on doit poursuivre, mais les promesses qu'on a laissées derrière soi. Le village de Saint-Aubin, niché entre collines et forêts, semblait figé dans une époque que le reste du monde avait oubliée. Les mêmes volets bleu ciel, les mêmes pavés inégaux, la boulangerie avec son enseigne en fer forgé, et l'odeur familière du pain chaud qui flottait dans l'air du matin. Tout ici semblait inchangé, sauf lui. Gabriel descendit de sa voiture de location, un simple SUV gris discret, bien loin de ses voitures de luxe habituelles. Il porta son regard sur la place centrale, sur le banc sous le grand platane où il passait ses après-midi d'été, sur le clocher qui sonnait encore, les heures comme un cœur battant dans ce petit monde oublié. Il inspira profondément, comme pour tenter de se réimprimer dans ce décor, mais rien ne collait plus à lui. Il était comme une pièce rapportée dans un puzzle qu'il avait quitté trop longtemps, et pourtant, tout en lui était traversé de souvenirs. Le rire d'Élise sur la balançoire près de la rivière, les matchs de foot improvisés avec les autres gamins du village, les vendredis soirs à la fête foraine, et surtout, ce dernier été, celui avant le départ. C'était l'été où tout avait basculé. Sa mère, une femme rigide, élégante, lui avait mis entre les mains une bourse d'études à Paris comme un billet de sortie. Il n'avait que 17 ans, et Élise, elle, n'avait que 16. Trop jeune, trop amoureux, trop naïf.
Il lui avait promis qu'il reviendrait vite, il le croyait à l'époque. Puis, la vie avait pris une autre forme. Plus rapide, plus exigeante. Les semaines étaient devenues des mois, les mois des années. Et dans ce tourbillon de responsabilités, de levées de fonds et de voyages, la promesse s'était effacée. Lentement, silencieusement, jusqu'à disparaître complètement, du moins en apparence. Mais cette lettre oubliée, avait tout ramené d'un seul coup. Et maintenant, chaque pierre de Saint-Aubin semblait lui murmurer ce qu'il avait fui. Il marcha lentement vers l'ancienne maison de sa mère, aujourd'hui vide depuis sa disparition. La façade était vieillie, mais intacte. Le portail grinça lorsqu'il l'ouvrit. L'intérieur avait une odeur de bois ancien, de souvenirs enfermés trop longtemps. Il monta dans sa chambre d'enfant. Tout y était encore. Le lit étroit, les posters jaunis, les livres scolaires. Et sur la commode, une vieille boîte en fer, celle où il rangeait ses secrets. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un polaroid. Lui et Élise, souriants, insouciants. Et derrière, une date, 14 août 2002. Il posa le doigt sur son propre visage adolescent, puis sur celui d'Élise, et un frisson le parcourut. Car à ce moment précis, un reflet passa par la fenêtre. Une silhouette, en bas, sur le trottoir. Une jeune fille, 15, 16 ans peut-être. Même sourire, même port de tête, même éclat dans les yeux. Elle leva les yeux vers la fenêtre, croisa son regard et eut un petit mouvement de recul. Gabriel resta figé, le cœur battant plus vite. Ce visage, c'était le sien, ou plutôt une version féminine de lui-même. Et soudain, le passé ne lui revenait plus seulement par la mémoire, mais par le sang. Gabriel descendit les escaliers de sa maison d'enfance comme s'il marchait à travers une faille temporelle. Chaque pas craquait sous son poids. Mais ce n'était pas le bois qui grinçait, c'était le passé qui respirait à nouveau. Arrivé devant la porte, il s'arrêta. Un instant, le souffle suspendu, le cœur lourd. Il posa la main sur la poignée, hésitant. Devait-il l'ouvrir et confronter ce visage ? Ou refermer la boîte de Pandore et retourner à l'oubli? Un battement d'ailes, une bourrasque légère. La silhouette n'était plus là. Il ouvrit en hâte, les yeux cherchant autour, balayés par une urgence soudaine. Puis, il la vit, de l'autre côté de la rue, marchant d'un pas tranquille, sac en bandoulière, tresse épaisse jetée sur l'épaule. Elle avançait sans savoir que chacun de ses gestes réveillait en lui un écho profond. Elle riait en parlant à un petit garçon sur un vélo, son frère peut-être, ou un ami. Ce rire pourtant lui lacéra la poitrine, parce qu'il l'avait déjà entendu. Il y a 24 ans, et il appartenait à Élise. Il traversa la rue, d'abord lentement puis accélérant sans même s'en rendre compte. « Excuse-moi » lança-t-il un peu trop fort. La jeune fille s'arrêta, se retourna, le regarda, longtemps. Ses yeux étaient d'un vert trouble, presque gris, les mêmes que les siens. Elle fronça légèrement les sourcils, déconcertée. « Vous me suivez » demanda-t-elle, méfiante mais polie. Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Il était figé, incapable de formuler une phrase cohérente. Comment pouvait-on se tenir face à une inconnue et ressentir qu'elle vous connaît mieux que quiconque, ou pire, qu'elle est une part oubliée de vous? Non, je suis désolé. Je vous ai vu de ma fenêtre et j'ai cru que vous étiez quelqu'un d'autre. Elle haussa un sourcil, intriguée. Ce n'est pas très rassurant, dit-elle avec un petit rire nerveux. Vous vous appelez comment? Demanda-t-il. Sans réfléchir. Anna et vous? Gabriel. Un silence. Comme si le vent s'était arrêté. Vous êtes nouveau ici? Je ne vous ai jamais vu. J'ai grandi ici. Je viens de revenir. Après longtemps. Elle hocha la tête lentement, le regard le scrutant comme on observe une pièce ancienne dont on ne connaît pas la valeur. Ma mère aussi a grandi ici. Elle s'appelle Élise. Le nom claqua comme une gifle. Il vacilla presque. Anna remarqua la tension dans son visage et ses yeux s'assombrirent. « Vous la connaissez ?» Gabriel inspira. Son monde vacillait. L'odeur de la rue, le froid sur sa peau, les souvenirs, la révélation soudaine.
Tout semblait trop grand, trop dense. Oui, je l'ai connu, elle le fixa. Longtemps. Puis esquissa un sourire timide, presque complice. Alors peut-être qu'on se reverra. Et sans attendre de réponse, elle tourna les talons et s'éloigna d'un pas léger, insouciante. Gabrielle resta là, plantée sur le trottoir, comme une statue d'homme. Une rafale de vent fit voler les feuilles autour de lui, mais il ne bougea pas. Son regard était fixé sur cette silhouette qui s'éloignait. Une silhouette qui, il le savait désormais, portait une moitié de lui. Et ce qu'il venait de ressentir n'était pas seulement de la surprise, ni même du choc. C'était une certitude viscérale. Il n'était plus seul au monde. Ce soir-là, Gabriel ne rentra pas directement chez lui. Il erra dans les ruelles familières du village, les mains dans les poches, la tête pleine d'échos. Les pas d'Anna, ses yeux, sa voix, tout tournait en boucle dans son esprit. Il n'avait jamais ressenti cela, ce vertige intérieur. Une impression d'avoir vécu un instant suspendu entre le passé et le présent, entre le connu et l'inconnu. Il finit par s'asseoir sur un vieux banc, face à l'église où il avait été baptisé. Les cloches sonnèrent l'heure. 19 heures, le même son que lorsqu'il avait 17 ans. Rien n'avait changé, sauf lui. Il n'était plus ce garçon rêveur. Il était devenu un homme froid, méthodique, milliardaire, mais vide. Et voilà qu'une rencontre de quelques minutes avait fissuré cette armure forgée pendant des décennies. Le lendemain matin, il prit une décision. Il irait parler à Élise. Il savait où elle vivait. Sa maison était toujours là, modeste, un peu reculée, entourée de fleurs, toujours les pivoines qu'elle adorait. Son cœur battait à tout rompre quand il se posta devant le portail. Il hésita, puis frappa. Elle ouvrit, et le temps s'arrêta. Elle ne dit rien, lui non plus. Ses cheveux, un peu plus courts, légèrement grisonnants. Ses yeux les mêmes, bruns, profonds, indomptables. Le silence était lourd, presque violent. Puis elle souffla. « Tu oses revenir ?» Il baissa les yeux. « Je ne savais pas. Tu savais très bien où me trouver. Ce que tu ne savais pas, c'est ce que tu as laissé derrière toi. » « Élise, qui est Anna ?» Elle éclata d'un rire sec, presque amer. « Tu demandes ça comme si tu l'ignorais vraiment, comme si tu n'avais jamais eu de doute. Anna est ta fille, Gabrielle, ta fille. Et tu n'étais même pas là pour sa naissance. Tu n'étais là pour rien, un coup au ventre. » Il recula d'un pas. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» hurla-t-il, la voix brisée. « Parce que tu avais fait ton choix, parce que ta mère m'a dit que tu ne reviendrais jamais et que tu devais poursuivre ta grande destinée. Alors j'ai élevé ma fille seule, avec dignité, sans ton argent, sans ton nom. » Il s'approcha, les yeux humides. « Je ne savais pas qu'elle était au courant. Évidemment qu'elle l'était. Tu crois que ta mère aurait laissé une fille d'Elval grandir ici sans tout faire pour effacer son existence? Elle est incroyable, Anna. Elle te ressemble tant. Elle te ressemble aussi. Et c'est peut-être ça le plus cruel. Un silence, une tempête intérieure. Qu'est-ce que tu veux, Gabriel? Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Je voulais juste comprendre ce que j'ai raté, ce que j'ai perdu. Tu veux un résumé de 16 années en quelques minutes? Viens t'asseoir. Et écoute, ils entrèrent dans la maison. Le salon n'avait pas changé. Les coussins fleuris, les cadres en bois, les photos accrochées au mur. Et au centre, une image d'Anna petite, tenant un violon dans les mains. « Elle est musicienne ?» demanda-t-il ému. « Oui, comme toi. Tu jouais du piano, tu te souviens ?» « Je m'en souviens très bien. » Elle lui raconta tout. Les premiers pas d'Anna, ses maladies, ses premières notes de musique, ses chagrins, ses joies, son rire. Elle parlait d'Anna comme une mère parle d'un trésor. Chaque mot enfonçait un peu plus la lame dans le cœur de Gabriel. Quand il partit, le soleil commençait à se coucher. Il marcha lentement, sans but précis, comme si chaque rue du village lui chuchotait un reproche, une mémoire. Il s'arrêta sur le petit pont de pierre au-dessus de la rivière, celle où il avait embrassé Élise pour la première fois. Et là, il comprit. Il n'était pas seulement venu revoir son passé, il était venu affronter ce qu'il avait fui, l'amour,
la responsabilité, la paternité, tout ce qu'il avait laissé derrière lui pour poursuivre une gloire vide. Et maintenant, il voulait rattraper le temps. Mais au fond de lui, une question le rongeait déjà. Était-il déjà trop tard? Les jours qui suivirent furent étranges. Gabriel se sentait comme un fantôme dans son propre passé. Il déambulait dans le village, incognito, croisant des visages familiers devenus étrangers, observant les ruelles d'hier avec les yeux de celui qui a tout perdu sans jamais s'en rendre compte. La conversation avec Élise résonnait en lui, comme un glas. Il ne pouvait plus ignorer, ni fuir, ni faire marche arrière. Il était père. Père d'une jeune fille brillante, sensible, musicienne et totalement étrangère à son existence. Une fille qu'il avait laissé grandir sans lui, et l'idée qu'elle puisse le haïr sans même savoir qui il était, le brisait. Assis au bord du lac, là où il pêchait avec son grand-père, il regardait l'eau immobile. Elle reflétait un ciel pâle, calme en apparence, mais il savait que les profondeurs cachèrent des remous silencieux, comme lui. Il alluma son téléphone, des dizaines de messages non lus, des appels manqués de son associé à New York, des invitations à des galas, des rappels de réunions importantes. Il éteignit l'appareil. Pour la première fois depuis 20 ans, il n'en avait plus besoin. Ce jour-là, il alla à l'agence immobilière du village. Il voulait une maison, pas un manoir, pas un penthouse, une vraie maison, simple, avec des volets bleus, un jardin, une clôture grinçante, une maison qui respire l'enfance. Il en trouva une, juste en face de l'ancienne école. Abandonnée depuis quelques années, il l'acheta sur le champ et il s'y installa le soir même, avec un sac de voyage, un matelas gonflable et un vieux plaid. Il avait connu des nuits dans des hôtels 5 étoiles à Tokyo, des suites à Dubaï, des villas à Bali. Mais ce silence-là, dans cette maison poussiéreuse, c'était la première fois qu'il se sentait chez lui. Le lendemain, il alla discrètement voir la directrice de l'école locale. Il proposa de financer un programme de musique, de restaurer les vieux instruments, d'aménager une salle dédiée à l'art. Il ne dit pas qui il était. Juste qu'il voulait aider, puis il alla à la bibliothèque. Elle tombait en ruine. Il demanda ce qu'il fallait pour la sauver. Il donna les fonds, mais posa une condition, aucune plaque à son nom. Chaque soir, il passait devant la boutique d'Élise sans oser entrer. Il la voyait derrière la vitrine, arrangeant les fleurs, souriant aux clients. Une femme forte, résiliente, une femme qu'il avait perdue et qui lui avait laissé un héritage silencieux. Leur fille, et chaque matin il passait près du lycée. De loin, il voyait Anna. Elle ne le regardait pas, elle ne savait rien. Parfois, elle riait avec ses amis. D'autres fois, elle marchait seule, les écouteurs dans les oreilles, les mains dans les poches, le regard perdu. Il devinait en elle des fragments de lui-même. Une posture, une manière de froncer les sourcils, une intensité dans les gestes. Elle était une mélodie composée sans lui, mais dont chaque note vibrait dans sa peau. Une fois, il la suivit discrètement jusqu'à un petit studio municipal. Elle entrait seule, avec son violon à la main. Il s'approcha et colla son oreille à la porte. Ce qu'il entendit le bouleversa. Anna jouait une sonate, incroyable, profonde, chargée d'émotion. Chaque note semblait pleurer ce qu'elle ne comprenait pas encore. Une tristesse ancienne, héréditaire peut-être. Elle jouait comme lui, non, mieux que lui. Il s'écarta avant qu'elle ne sorte. Son cœur battait trop fort. Il n'était pas prêt. Pas encore. Il devait trouver la bonne manière, la bonne façon, la bonne distance. Alors il écrivit une lettre à elle. Une lettre qu'il n'envoya pas. Il en écrivit une autre, puis une troisième. Il les cachait sous son oreiller, comme un adolescent épris. Il écrivait ce qu'il ne savait pas dire, la fierté, la douleur, le regret, l'admiration. Chaque ligne était un pas timide vers une fille qu'il n'osait appeler « ma fille ». Et un matin, en croisant Élise par hasard sur la place du marché, il murmura « Je veux apprendre à la connaître ». Elle s'arrêta, le regarda longtemps, pas en la suivant comme une ombre. « Je sais », pas en payant la ville entière. « Je sais ». « Alors comment, Gabriel? Comment comptes-tu le faire ?» Il baissa les yeux puis dit «
en lui offrant ce que je n'ai jamais su offrir à personne, du temps, de l'attention et ma vérité. Elle ne répondit pas. Elle le laissa là, seul, au milieu des étals, de légumes. Mais ce soir-là, quand il rentra chez lui, une enveloppe l'attendait sur le seuil, une enveloppe beige, sans nom. À l'intérieur, un billet, une invitation à un petit concert scolaire. Salle des fêtes, samedi 18h, classe de musique d'Anna. Et au dos, juste un mot écrit à la main, elle jouera pour tout le monde. À toi de voir ce que tu entends. Le jour du concert arriva comme une promesse silencieuse. Le un ciel d'un gris doux semblait suspendu au-dessus du village comme pour retenir son souffle. Gabriel, vêtu sobrement d'une chemise en lin et d'une veste en laine qu'il avait achetée dans une boutique locale, se tenait devant la salle des fêtes, les mains tremblantes dans les poches. À l'intérieur, les murmures des parents, les rires des enfants, le raclement des chaises composaient une musique d'attente. Il entra discrètement, s'assit au fond, près de la porte. Les murs en bois de la vieille salle étaient décorés de dessins d'élèves, de photos d'événements, passés, de souvenirs d'une communauté vivante. Un parfum de fleurs et de craie flottait dans l'air. Sur scène, un simple piano, quelques pupitres, une petite estrade. Puis, les enfants commencèrent à arriver en file, instruments en main, visages concentrés. Et parmi eux, Anna, elle portait une robe bleue, nuit, sobre mais élégante. Ses cheveux étaient relevés en un chignon flou, laissant s'échapper quelques mèches qui encadraient son visage avec douceur. Gabriel sentit son cœur se serrer. Elle était magnifique, et elle ne savait pas qu'il était là pour elle. Quand elle s'assit, violon à la main, un silence respectueux tomba sur la salle. La professeure prit la parole, présenta les morceaux, puis annonça que certains élèves joueraient des compositions personnelles. Anna fut la première. « Ce morceau, dit-elle d'une voix timide mais ferme, je l'ai écrit pour quelqu'un que je ne connais pas, mais que j'aurais voulu connaître. » Gabriel sentit ses entrailles se tordre. Il aurait voulu se lever, crier « Je suis là », courir sur scène, la prendre dans ses bras, mais il resta figé, submergé par l'émotion. Elle commença à jouer, une mélodie lente, poignante, tissée d'ombre et de lumière. Chaque note semblait contenir un soupir, un souvenir, une absence. Le public était suspendu à son archet, hypnotisé. Mais Gabriel, lui, entendait autre chose. Il entendait les silences entre les notes. Il entendait les questions non posées, les blessures invisibles. Il entendait l'écho de son propre cœur. Quand la dernière note résonna, la salle éclata en applaudissements. Anna sourit, gênée, fit une petite révérence et regagna sa place. Gabriel, lui, resta assis, les yeux brillants, incapable de bouger. C'était plus qu'un concert, c'était un appel, et il devait y répondre. Dans les jours qui suivirent, il passa à l'action. Il commença par aider le village de manière discrète, presque invisible. Il embaucha une petite entreprise locale pour rénover la bibliothèque, mais demanda que ce soit les enfants du village qui décident des couleurs, des affiches, de l'agencement. Il organisa des ateliers de lecture, offrit de vieux livres de sa collection personnelle, annotés, aimés, choisis avec soin. Il proposa un partenariat avec la mairie pour créer un programme d'accompagnement scolaire. Il ne signa aucun document avec son nom. Il voulait que cela reste un mystère, que les gens croient au miracle d'une générosité anonyme. Mais ce n'était pas qu'un geste de repentance, c'était un vrai désir de faire partie de quelque chose, de mériter sa place, de reconstruire ce qu'il avait perdu avant même de le connaître. Chaque samedi, il se rendait au marché, achetait ses légumes à Élise, sans rien dire de plus que « bonjour » et « merci ». Petit à petit, leurs regards s'adoucissaient. Elle ne le fuyait plus. Elle semblait même attendre son passage. Un jour, elle ajouta une fleur à son sac, sans mots, juste une fleur. Il retrouva aussi d'anciens camarades. Certains lui parlèrent avec méfiance, d'autres avec curiosité. Mais il ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Il écoutait, il posait des questions. Il se rappelait des prénoms, des anecdotes. Il réparait les fils du passé un par un. Un matin, il croisa Anna dans la librairie.
Elle regardait un livre sur les grands compositeurs. « Beau choix, dit-il. » Et avec un sourire doux, elle leva les yeux, le fixa un instant. « Merci », il voulut dire plus. Lui dire qu'il avait adoré sa musique, qu'il la trouvait talentueuse, exceptionnelle. Mais il se contenta de lui tendre un autre livre. Celui-ci parle de composition émotionnelle. Peut-être que ça te plairait. Elle le prit, le feuilleta, puis sourit brièvement. « Merci, monsieur. » Ce monsieur le frappa en plein cœur. Il n'était pour elle qu'un inconnu, un vieil homme gentil, peut-être un peu étrange, mais pas un père. Il rentra chez lui ce jour-là avec un mélange de joie et de tristesse. Il avançait, lentement, mais il avançait. Et puis, il y eut le soir où la professeure de musique frappa à sa porte. Elle tenait une enveloppe. « Anna m'a demandé de vous la remettre. Elle a dit que vous comprendriez. » Il prit l'enveloppe, les doigts tremblants, l'ouvrit, à l'intérieur une partition, titrée « Images floues ». En bas, écrit à la main, « Pour celui qui écoute au-delà du son ». C'est à ce moment-là qu'il sut. Elle savait, elle ne disait rien, mais elle savait, et maintenant, il devait trouver le courage de tout lui dire. Le matin s'était levé doucement sur le village, comme si même le soleil hésitait à troubler la paix fragile qui s'était installée entre Gabriel et Anna. Les jours s'étaient enchaînés, sans heurts, tissés de gestes simples et de silences qui en disaient long. Ils n'étaient pas encore père et fille dans les mots, mais quelque chose, dans l'air, vibrait différemment dès qu'ils se trouvaient ensemble. Anna avait commencé à l'attendre, sans se l'avouer. À la sortie du lycée, elle ralentissait le pas, espérant croiser Monsieur Gabriel, comme elle l'appelait encore, bien qu'il n'ait jamais insisté sur la politesse. Il apparaissait souvent près de la vieille bibliothèque municipale, un sac de livres sous le bras, toujours prêt à lui recommander un roman, un essai, un recueil de poésie. C'était leur terrain neutre, là où aucun des deux n'était obligé de parler de l'inexplicable lien qui les unissait sans nom. Un après-midi pluvieux, ils s'étaient réfugiés sous le préau de l'école primaire. La pluie tambourinait sur les tuiles rouges et Anna, trempée, riait comme une enfant. Gabriel, fasciné, l'écoutait parler de sa passion pour le piano, des morceaux qu'elle essayait de composer seule et de ses rêves d'un conservatoire à Paris. Le cœur de Gabriel se serra. Paris, la ville où il s'était réfugié pour fuir ce passé, et d'où venait tout son silence. Ils avaient partagé un moment suspendu ce jour-là. Anna avait joué quelques notes sur le vieux piano poussiéreux de la salle des maîtres. Gabriel l'avait écouté, les yeux brillants, reconnaissant dans ses doigts la même sensibilité qui avait jadis coulé dans les siens. Elle avait hérité de ses mains, de son oreille, de son intensité, sans jamais l'avoir connue. Un soir, il l'avait invitée à venir dîner chez lui. Pas dans son manoir de pierre, il ne voulait pas l'intimider, mais dans la petite maison au bord du lac qu'il louait. Il avait cuisiné lui-même, un plat simple, des légumes du marché et une tarte faite maladroitement avec une pâte trop dorée. Anna avait ri, touchée. Ils avaient parlé pendant des heures, des étoiles, de Chopin, de la vie qui parfois fait des détours étranges pour mieux réunir ce qu'elle avait séparé, mais ce fut un geste qui changea tout. Un jour, en quittant la bibliothèque, Anna trébucha sur une marche mouillée. Elle tomba à genoux, un cri étouffé s'échappa de ses lèvres. Gabriel accourut, pris de panique. Il s'agenouilla à ses côtés, vérifiant si elle s'était blessée, puis, instinctivement, il posa la main sur sa joue, comme pour l'apaiser. Le regard d'Anna se figea. Il y avait dans ce toucher une chaleur qu'elle ne connaissait pas, mais qui lui semblait familière. Un geste qu'elle n'avait jamais reçu, mais qu'elle attendait depuis toujours. Elle le fixa, perdue, tremblante. Et lui, troublé, retira lentement sa main. « Pourquoi? Vous faites tout ça pour moi ?» murmura-t-elle. Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il savait que la frontière entre leur lien naissant et la vérité qu'il portait en silence devenait de plus en plus fine. Chaque jour, chaque sourire, chaque geste sincère creusait le fossé entre la tendresse et le mensonge. Il répondit, simplement les yeux humides, « Parce que tu comptes plus que tu ne l'imagines, Anna. » Elle baissa les yeux, troublée, le cœur battant.
Et dans ce silence, lourd de non-dits et d'émotions mêlées, elle lui glissa. « On dirait que vous me connaissez mieux que personne. » Cette nuit-là, Gabriel ne dormit pas. Il tourna en rond dans sa petite maison, hanté par les regards d'Élise, par les éclats de rire d'Anna, par la vérité qui cognait à la porte de son cœur. Le jour approchait, celui où il devrait choisir, continuer à construire une relation sur des silences, ou briser l'équilibre pour lui offrir enfin toute la vérité. Car quelque chose, dans le regard d'Anna, avait changé. Et peut-être, juste peut-être, elle commençait à deviner ce qu'il n'avait jamais osé lui dire. La rumeur s'était glissée comme un serpent dans l'herbe. Au début, ce n'était qu'un murmure discret au comptoir de la boulangerie, un froncement de sourcils entre deux voisins, une allusion lâchée par un vieil ami de lycée. Mais dans un village où chaque silence est un cri et chaque regard un aveu, il n'en fallut pas plus pour que la vérité éclate comme un orage d'été. Gabriel Morel, ce nouvel arrivant si discret, si attentif, n'était pas un inconnu. Il était le Gabriel Morel, celui qui était parti sans un regard en arrière, celui qui vivait maintenant dans les pages des magazines économiques, dans les chroniques de BFM, dans les articles à propos de start-up rachetés à des milliards. Un ancien camarade, Jacques Lemoine, l'avait reconnu en le voyant aider à réparer un vieux projecteur à l'école. « Tu crois qu'il fait ça par gentillesse ?» avait-il soufflé à la directrice. « Il a des milliards en banque, ce mec-là. Il pourrait racheter tout le village. » Et le poison avait fait son œuvre. Le lendemain, la presse locale s'était emparée de l'affaire. Un article en une du Courrier de Saint-Hilaire titrait « Un milliardaire au milieu de nous » avec une photo floue de Gabriel prise à la sortie du marché. Les réseaux sociaux avaient enchaîné. Les jeunes du village le filmaient à son insu. Certains lui demandaient des selfies. D'autres, plus cyniques, l'accusaient d'avoir un plan caché. Il va racheter nos terres pour construire un complexe touristique, c'est sûr. Gabriel, lui, ne disait rien. Il continuait ses visites à l'école, mais on ne le laissait plus entrer sans qu'on lui demande son nom. Il passait devant la librairie, mais maintenant les gens détournaient le regard ou, au contraire, le saluaient avec une politesse surjouée. On ne le connaissait plus, on le jugeait. Mais le plus dur, ce fut le regard d'Anna. Elle ne lui parlait plus. Elle évitait les endroits où elle savait qu'il pourrait être. Lorsqu'ils se croisaient, par hasard dans le village, elle baissait les yeux et accélérait le pas. Une après-midi, il tenta de l'interpeller. « Anna, s'il te plaît !» Elle s'était arrêtée net, le dos droit, et s'était retournée avec une colère glaciale dans les yeux. « Tu n'es pas celui que je croyais. » Puis elle était repartie sans un mot de plus. Ce soir-là, Gabriel s'était retrouvé seul, dans sa maison, le journal local entre les mains, son visage en noir et blanc sur la couverture. Il observait son propre reflet dans la vitre, déformé par la pluie qui commençait à tomber dehors. « J'ai voulu être discret, humble, et me voilà réduit à une caricature, pensa-t-il. Mais ce n'était pas la colère du village qui le blessait le plus. C'était la distance grandissante entre lui et sa fille. Ce fil invisible qu'il avait commencé à tisser et que le vent des apparences menaçait de rompre à jamais. Élise, de son côté, était restée silencieuse. Mais en croisant Gabriel, un soir dans l'allée du cimetière, elle l'avait regardé longuement avant de murmurer « Je t'avais prévenu, ce village, il ne pardonne pas, ni les départs, ni les retours. » Et pourtant, ce n'était que le début. Car au cœur de cette tourmente sociale, une autre vérité bien plus ancienne, bien plus douloureuse, allait bientôt refaire surface. Une vérité qui changerait pour toujours le regard de Gabriel sur son passé. Et cette fois, ce ne serait pas dans un journal, mais dans une lettre oubliée au fond d'un tiroir. Le soir s'étira lentement comme une plainte douce sur les collines de Saint-Hilaire. Le village, engourdi par les commérages et les vérités tronquées, semblait retenir son souffle, comme si quelque chose d'encore plus grand que le scandale couvait sous la surface. Dans la maison de Gabriel, les volets étaient à demi fermés. La lumière tamisée du salon dessinait des ombres longues sur les murs.
Il tournait en rond depuis des heures, incapable de trouver le sommeil, de trouver même un sens à ce qui lui arrivait. Sa tasse de thé refroidissait sur la table basse, intacte. Son regard, perdu dans le vide, s'arrêta soudain sur un tiroir entrouvert de l'ancien secrétaire en bois qui appartenait à sa mère. Il ne l'avait jamais fouillé depuis son retour. Une chose si simple, si banale, et pourtant ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il s'approchait, comme si une partie de lui savait déjà que ce qu'il allait y trouver changerait tout. Le tiroir grinça faiblement. À l'intérieur, des carnets, des cartes postales jaunies, des lettres nouées avec un ruban bordeaux. Et là, au fond, presque dissimulée sous un vieux foulard, une enveloppe usée portant son nom. Gabriel, à n'ouvrir qu'en cas de retour. Il s'assit. Lentement, il défit le rabat, déplia la lettre et lut les mots de sa mère dansant devant ses yeux embués. « Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que tu es revenu. Et si tu es revenu, c'est que tu as senti ce vide qui t'habite, ce vide que j'ai contribué à creuser, malgré moi. Je t'ai caché une chose, Gabriel, une chose que je n'avais pas le droit de cacher. Élise m'a écrit, plus d'une fois, elle voulait te parler, te dire qu'elle attendait un enfant, ton enfant. J'ai intercepté ses lettres, j'ai eu peur. Peur que tu renonces à tes rêves, que tu restes ici par devoir. Je t'ai cru fragile, influençable. J'ai choisi pour toi. Et aujourd'hui, je porte cette faute dans chaque silence de ma vieillesse. Anna est ta fille. Tu ne le sais pas, mais elle te ressemble dans son courage, dans ses silences. C'est une lumière que je t'ai volée. Pardonne-moi. Ta mère, Claire. Gabriel resta figé. La lettre glissa de ses mains. Une bouffée de chaleur monta à sa gorge, suivie d'un froid glacial qui engourdit son dos. Tout son corps semblait crier. Crier la trahison, le deuil, le gâchis. Il pensa à tous ces jours où il avait cru qu'Élise l'avait oublié. À toutes ces nuits où il s'était convaincu qu'elle ne l'avait jamais aimé assez pour le retenir. Et tout ce temps, c'était sa mère. Celle qu'il avait le plus aimée. Celle à qui il avait tout confié. Une colère sourde monta. Il frappa la table du poing, puis se leva brutalement. Il erra dans la pièce, les souvenirs défilant comme des rafales, le piano dans le grenier, la balançoire tordue du jardin, les lettres qu'il n'avait jamais reçues. Il revit Élise, enceinte peut-être, seule, abandonnée, luttant contre le silence imposé. Il revit Anna. Chaque geste, chaque rire, chaque regard, un miroir qu'il n'avait pas osé croire. Les larmes coulèrent, épaisses, incontrôlables. Le lendemain matin, il marcha sans but à travers le village. Les gens le saluaient, certains par curiosité, d'autres par opportunisme. Mais il ne voyait plus rien d'eux. Il avançait, guidé par une seule idée, trouver Élise. Il devait tout lui dire, lui montrer la lettre, lui expliquer qu'il n'avait jamais choisi de partir de cette manière, qu'il n'avait jamais voulu fuir, qu'il n'avait jamais su. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cette révélation n'était que la première fissure dans un barrage bien plus vaste et que ce qui allait suivre ferait ressurgir d'autres vérités enfouies depuis bien plus longtemps encore. Et parmi elles, un secret que ni lui, ni Élise, ni même Anna n'étaient prêts à affronter. La pluie tombait en rideau fin sur les pavés du village, enveloppant les ruelles d'un voile gris et silencieux. Gabriel avançait, le pas lourd, la lettre de sa mère pliée dans la poche intérieure de sa veste. Chaque pas semblait peser une tonne, comme si la vérité qu'il portait l'écrasait. Les visages familiers s'effaçaient dans son champ de vision, flous, sans importance. Il n'y avait plus que deux choses dans son esprit, Élise et Anna. Il s'arrêta devant la maison au volet bleu délavé, celle d'Élise. Rien n'avait changé. Le même petit jardin à l'avant, soigneusement entretenu. Le même chat noir, étendu sous la gouttière, qui ouvrit un œil paresseux en entendant les graviers craquer. Il leva la main, hésita, puis frappa, long silence. Puis la porte s'ouvrit. Élise. Le temps semblait s'être figé autour d'elle. Son regard était le même, doux, fort, légèrement méfiant, mais toujours intense. Gabriel ne sut pas quoi dire. Les mots s'étranglaient dans sa gorge. Il tendit la lettre. « Lis,
s'il te plaît, c'est tout ce que je te demande. » Élise prit la lettre sans un mot. Elle referma la porte doucement. Il resta dehors, sous la pluie, les épaules courbées, le cœur battant à en faire trembler la terre. Il attendit. 5 minutes, 10. Puis la porte se rouvrit brusquement. Élise avait les yeux rougis. Elle le regarda, blessée, bouleversée, vidée. « Pourquoi tu n'es jamais revenu, Gabriel? Pourquoi tu as laissé cette douleur grandir en moi pendant des années, alors que j'espérais, même sans raison, que tu reviennes ?» Il tenta de s'approcher, mais elle recula. Il sortit les mains de ses poches en signe de paix. « Je ne savais pas. Je te jure que je n'ai jamais reçu une seule lettre. Ma mère m'a tout caché. Je viens juste de le découvrir. Et je ne savais pas pour Anna. » Élise serra les dents, la lettre tremblante dans ses mains. « Tu n'as jamais douté, pas une seule fois, que quelque chose clochait? Tu n'as jamais pensé à m'écrire toi-même? À revenir, ne serait-ce qu'un jour pour me regarder ?» Dans les yeux, sa voix se brisa. Les larmes roulèrent sans retenue sur ses joues. Gabriel s'approcha, tendit la main vers elle, mais elle secoua la tête. « Tu es parti, Gabriel, et moi, je suis resté, avec un ventre qui grossissait, avec une fille qui me demandait tous les jours pourquoi son père n'était pas là. Tu ne peux pas juste revenir et espérer réparer tout ça avec une lettre. » Le silence les enveloppa comme une chape de plomb. Puis, une autre voix s'éleva. « Papa ?» Anna, elle était là, sur le pas de la porte, trempée, tenant un cahier d'école dans une main, l'autre crispé contre la rambarde. Son regard passait de sa mère à Gabrielle, confuse. Elle avait entendu. Gabrielle se retourna lentement, le souffle coupé. Anna, sa fille, il n'y avait plus aucun doute, les mêmes yeux, le même froncement de sourcils lorsqu'elle ne comprenait pas. Le cœur de Gabrielle explosa dans sa poitrine. « Anna » souffla-t-il. Mais elle recula. L'instinct de protection, hérité de sa mère, déjà bien ancré en elle. Élise posa une main sur l'épaule de la jeune fille. « Rentre, chérie. Ce n'est pas le moment. » Anna obéit à contre-cœur, les larmes au bord des paupières. Élise se tourna une dernière fois vers Gabriel. « Tu veux faire partie de sa vie? Tu vas devoir te battre. Pas pour moi, pour elle, mais pas aujourd'hui. » Et elle referma la porte. Gabriel resta là, seul, sous la pluie. Il ne savait plus s'il devait pleurer, hurler, frapper les murs ou s'écrouler. Il avait cru que la vérité allait tout réparer. Mais la vérité était une arme à double tranchant, et il venait d'en sentir le goût acide. Il marcha jusqu'à la vieille église, au bout du village. Il entra, trempé, et s'assit sur le banc du fond. Le silence était assourdissant. Il se pencha en avant, le visage dans les mains, les larmes confondues avec la pluie. Il avait retrouvé sa fille, et venait de la perdre à nouveau. Et au fond de lui, une voix murmurait que ce n'était que le début, car une autre vérité, encore plus ancienne, attendait d'émerger de l'ombre. Le silence du lac semblait absorber chaque souffle de vent, chaque vibration de l'air, comme si le monde s'était figé dans une attente suspendue. Gabriel était là, seul, debout sur la petite jetée en bois qui grinçait sous ses pas, regardant l'eau immobile qui reflétait les derniers reflets dorés du jour. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de froid, mais d'un vertige intérieur qu'il n'arrivait plus à contenir. Il tenait une photo froissée entre les doigts, une vieille image d'Élise à 17 ans, celle qu'il avait retrouvée au fond d'un tiroir chez sa mère. Sur la photo, elle riait, insouciante, les cheveux en désordre, une fleur sauvage coincée derrière l'oreille. Il s'assit au bord du quai, les jambes pendantes au-dessus de l'eau, et pour la première fois depuis des décennies, il se sentit vide. Pas vidé par la fatigue ou le stress, comme autrefois, dans ses bureaux à Paris ou lors des réunions interminables avec des investisseurs. Non, il était vidé de toutes les certitudes qu'il avait tenues debout jusqu'ici. Sa vie, construite sur des succès, des acquisitions, des chiffres, semblait soudainement creuse. Il s'était battu pour fuir ce village, pour échapper à la pauvreté, à la simplicité, à l'enracinement. Et voilà que cette même terre lui révélait ce qu'aucune fortune n'avait su lui offrir, le sentiment d'appartenir à quelqu'un. Il pensa à Anna, à son regard blessé, à cette colère muette
qu'elle n'avait même pas besoin de verbaliser. Elle ne l'avait pas rejeté par caprice. Elle avait simplement réagi à une vérité trop grande, trop violente pour une adolescente. Il s'était imposé dans sa vie sans y être invité. Et pourtant, il n'arrivait pas à s'éloigner, parce qu'il la reconnaissait, dans son rire éclatant, dans sa manière de froncer les sourcils, dans cette façon de s'asseoir au bord de la chaise, comme s'il fallait toujours être prêt à fuir. Gabriel sortit de sa poche un carnet en cuir, usé, qu'il emportait partout. Il l'ouvrit à une page vierge et avec son stylo à plume, il commença à écrire. Non pas un plan d'investissement, ni une lettre d'affaires. Il écrivait à Anna, pas pour lui expliquer, pas pour se justifier, juste pour déposer ses mots là où il avait échoué à parler. Il voulait lui raconter l'histoire de sa propre vie, son enfance ici, ses rêves de grandeur, la douleur de l'abandon paternel, la rancœur envers ce village qui lui avait rappelé chaque jour qu'il n'était rien. Et puis, sa fuite, sa course vers la réussite. Et cette solitude glaciale qui s'était installée, malgré les trophées, les voyages, les millions. Les mots coulaient d'eux-mêmes, bruts, sincères, tremblants. Il ne cherchait pas la beauté de la prose, il cherchait la vérité. Une vérité qui pourrait, peut-être, ouvrir une fissure dans le mur qu'Anna avait érigé entre eux. Le ciel s'assombrissait lentement, les étoiles commençaient à apparaître une à une, comme des souvenirs d'enfance qu'on croyait oubliés. Un hibou ululait quelque part dans les bois, et l'eau du lac se ridait doucement sous la caresse d'une brise nocturne. Gabriel ferma le carnet, le pressa contre son cœur et ferma les yeux. Il se revoyait, enfant, courir autour de ce même lac, criant le nom d'Élise comme une promesse au vent. Il se revoyait adolescent, brisé par le départ d'un père, cherchant dans les bras d'Élise un refuge qu'il n'avait jamais trouvé ailleurs. Et maintenant, il était revenu, mais pas pour se réfugier. Il était revenu pour affronter, pour rester, pour réparer. Un bruit de pas dans les feuillages attira son attention. Il se retourna brusquement, le cœur battant, l'espoir fou d'y voir apparaître Anna, Élise, un signe, une main tendue. Mais ce n'était qu'un chevreuil effarouché qui s'enfuit dans la nuit en un bond agile. Gabriel resta là encore un long moment, immobile, comme un homme redevenu enfant, face à ce qu'il avait toujours fui. Et dans ce silence presque sacré, une certitude s'installa dans son cœur. Il ne repartirait pas cette fois, car demain, il prendrait une décision qui changerait tout. Et cette décision, il allait la rendre publique, à la manière d'un dernier acte irréversible. Le dessol. Lendemain matin, le village se réveille sous un ciel chargé, comme si les nuages eux-mêmes hésitaient à pleurer ou à retenir leurs larmes. Une brume légère flotte encore au-dessus des champs, et le clocher sonne 9 heures quand une rumeur commence à se propager dans les ruelles étroites. Gabriel Morel veut parler à tout le monde sur la place. Les regards s'échangent, certains curieux, d'autres méfiants. Des commerçants ferment boutique plus tôt. Des enfants sont tirés par la main de leurs parents vers la place centrale. Même Élise, depuis sa vitrine ornée de tournesols, hésite avant de retirer son tablier et de suivre la foule. Gabriel se tient seul au pied du kiosque abandonné, celui-là même où jouait la fanfare autrefois. Il est vêtu simplement, chemise blanche, manches retroussées, sans montre, sans blason. Il a le visage fermé, les traits tirés, mais dans son regard brûle une lucidité douloureuse, comme un homme qui a choisi de se brûler pour se purifier. Devant lui, une centaine de visages, certains qu'il reconnaît à peine, d'autres qui n'ont jamais cessé de le juger. Et quelque part dans la foule, une jeune fille en capuche verte l'observe, les bras croisés, le cœur en apnée. Il s'éclaircit la voix sans micro. Le silence tombe aussitôt. Je suis revenu ici sans savoir pourquoi, ou plutôt sans vouloir l'admettre. Je fuyais Paris, je fuyais ma vie. Je croyais avoir tout bâti, tout gagné. Mais en réalité, j'avais tout fui. Des murmures. Il parcourt les rangs, mais il continue. Ce village m'a vu partir à 18 ans, le cœur gonflé de colère et de rêve. Ce village et une jeune femme, Élise.
Il laisse le nom flotter. Élise baisse les yeux. Anna la regarde, perdue. Ce que je vais dire maintenant n'est pas pour provoquer ni pour manipuler. Je n'attends rien. Mais j'ai découvert ici quelque chose que je croyais à jamais perdu. Une vérité, un lien, une fille qui n'a rien demandé, mais qui porte en elle mon regard, mes silences, mon piano. Un souffle court échappe à Anna. Elle serre les poings. Élise la retient discrètement par le bras, sans un mot. Gabriel poursuit, la voix tremblante mais ferme. Je me suis longtemps demandé comment réparer l'irréparable. Et j'ai compris que je ne pouvais pas. Je ne peux pas effacer les absences, les années, mais je peux choisir ce que je fais de maintenant. Il sort une enveloppe froissée de sa poche, la tient en l'air. Voici une lettre que j'ai envoyée à mon avocat ce matin. Dedans, j'ai décidé de céder 90% de mes biens à une fondation locale. Ce village aura une bibliothèque moderne, une école rénovée, des bourses d'études, pas pour me faire pardonner, mais parce que je veux rester, parce que je veux reconstruire. Les murmures se transforment en un silence lourd. Les expressions changent, certains émus, d'autres abasourdis. Je n'ai pas de modèle de père. Je n'ai jamais su ce que c'était un foyer. Mais je veux apprendre, et si Anna m'en laisse la chance, je voudrais être là, pas comme un héros, comme un homme. Il s'arrête, ses yeux se lèvent, croisent ceux d'Anna à travers la foule. Je suis venu riche, mais je veux repartir aimé par ma fille, si elle m'accepte. Un vent se lève, faisant voler quelques feuilles au sol. Gabriel reste figé, pas de réaction, pas de mots. Les gens regardent Anna comme suspendue à sa réponse. Mais Anna ne bouge pas. Elle reste là, droite, les yeux humides, le visage figé, dans un mélange d'émotion et de fureur contenue, puis elle tourne les talons et disparaît dans la ruelle. Gabriel ferme les yeux, la gorge nouée. Il ne cherche pas à la retenir. Il sait que sa déclaration n'était pas une clé, mais une porte entr'ouverte. Et maintenant, tout dépend d'elle. Mais derrière lui, une silhouette s'avance lentement. Élise. Elle s'arrête juste à côté de lui, sans parler. Puis, dans un geste discret, presque imperceptible, elle pose une main légère sur son bras. Gabriel ne bouge pas, mais ses yeux se remplissent. Parce que dans ce silence-là, il y avait plus que du pardon. Et dans la ruelle, hors de vue, Anna s'était arrêtée. Juste derrière le mur, à écouter encore. Le lendemain, le village semblait différent. Le soleil filtrait à travers les feuillages comme s'il cherchait lui aussi à effacer les ombres de la veille. Les ruelles pavées, d'habitude emplies de conversations légères et de bruits de clochettes de vélo, restaient silencieuses. Mais ce silence n'était pas un vide. C'était une attente. Gabriel s'était retiré dans la petite maison, au bord du lac. Il n'avait pas dormi. Toute la nuit, il avait marché de long en large dans le salon, relu sa lettre, repensé à chaque mot prononcé sur la place. Le souvenir du regard d'Anna, fixe, blessé, tremblant, ne le quittait pas. Mais il n'éprouvait aucun regret, car pour la première fois, il n'avait rien joué, rien dissimulé. Il avait dit la vérité nue, offerte sans armure. Vers midi, une ombre se dessina derrière les rideaux, des coups légers à la porte. Gabriel ouvrit et se figea. Anna, elle portait un vieux sweat à capuche, un livre sous le bras, les yeux rougis mais déterminés. « Tu peux me montrer ton piano ?» demanda-t-elle simplement, sans un bonjour. Gabriel sentit son cœur s'arrêter une seconde, puis il s'écarta sans un mot, la laissant entrer. Anna posa son livre sur la table et s'approcha de l'instrument. Elle effleura les touches une par une. Puis, sans le regarder, « Maman m'a dit que tu jouais quand t'étais jeune, que tu composais, que tu voulais même partir pour le conservatoire avant de choisir les ordinateurs. » Il sourit, amer. « Oui, j'ai tout laissé derrière moi, même la musique. Je croyais que ça me ralentissait. » Elle hocha la tête, joua une note. « C'est dommage. » Un silence s'installa. Elle s'assit sur le banc, puis tapota la place à côté d'elle.
Gabriel s'assit, les mains tremblantes. Anna posa ses doigts, joua les premières mesures d'une mélodie douce, familière. « C'est toi qui l'as écrite ?» demanda-t-elle. Hocha la tête. « J'avais 16 ans. Je l'ai jouée à ta mère une seule fois. » Anna continua à jouer, les yeux baissés. Puis elle murmura, presque inaudible, « Je la joue souvent. » Sans savoir pourquoi. Les larmes montèrent, mais Gabriel les retint. Il ne voulait pas que ce moment soit noyé dans l'émotion. Il voulait le graver tel quel, pur, fragile, réel. Quand elle eut terminé, elle se leva. « J'ai pas encore décidé si je voulais de toi dans ma vie, » dit-elle sans détour. « Mais j'ai compris une chose, j'ai pas envie de te haïr, ça me fatigue. » Gabriel hocha la tête, respectant chaque mot. « Je resterai ici, dit-il. Peu importe ta décision, pas pour t'envahir, juste pour être là, à ma place. » Anna hésita, puis dans un geste d'enfant refoulé, elle s'approcha et lui glissa dans la main le livre qu'elle avait apporté. « C'est mon carnet de composition. Tu peux en lire une, pas toute. » Il la regarda partir, refermant doucement la porte. Il s'assit, ouvrit le carnet. La première page portait son nom. Anna M. En dessous, une phrase griffonnée. « Je ne sais pas qui je suis, mais parfois, et quand je joue, j'ai l'impression d'exister pour quelqu'un. » La gorge nouée, il referma le carnet. Dans les semaines suivantes, la vie reprit son cours, mais rien n'était plus tout à fait comme avant. Le chantier de la nouvelle bibliothèque débuta. Des bénévoles affluèrent de tous les coins. Gabriel était là, chaque matin, en bottes, casque sur la tête, portant des planches comme n'importe qui. Élise le croisait parfois. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses regards étaient moins durs, moins méfiants. Un jour, elle déposa une tarte maison sur le rebord de sa fenêtre. Il n'osa pas frapper pour la remercier. Il attendit le lendemain pour répondre, en déposant une plante en pot devant sa boutique avec une petite étiquette « Pour la seule fleur qui ne se laisse pas cueillir ». Anna, elle, ne revenait pas tous les jours. Mais quand elle venait, elle restait un peu plus longtemps. Elle posait des questions sur la musique, sur Paris, sur l'enfance de Gabriel. Elle ne parlait jamais de lui comme papa, pas encore, mais elle disait son prénom plus souvent. « Gabriel, tu crois que ce morceau irait mieux en mineur ? Gabriel, c'est vrai que t'as eu une moto quand t'étais ado ?» Il répondait toujours, sans presser, sans attendre. Puis un jour, en sortant du marché, Élise le rejoignit. Elle portait un panier de légumes. Ils marchèrent côte à côte. « Tu sais, dit-elle, Anna rêve d'entrer au conservatoire de Lyon. Elle n'ose pas m'en parler. Elle pense que c'est trop loin, trop ambitieux. » Gabriel se tourna vers elle, surpris. « Mais elle a le talent. » Élise sourit. « Elle a surtout besoin de croire qu'elle mérite de rêver. » Ils s'arrêtèrent devant sa boutique. Il hésita, puis dit « Je pourrais l'aider, pas avec de l'argent. » Avec le reste, la confiance, le travail, les auditions, Élise le fixa. Puis, lentement, elle hocha la tête. « Alors, aide-la. Mais fais-le bien, pas à moitié. » Il acquiesça. Ce serait leur pacte silencieux. Et cette nuit-là, Anna lui envoya un message. Le premier, 3 mots seulement. « J'ai choisi Lyon. » Gabriel posa son téléphone, les yeux brillants. Il ne répondit pas. Pas encore. Il avait compris. Parfois, le silence est la plus belle réponse, parce qu'il est chargé de tout ce qui compte. Et au loin, derrière les collines, le vent portait les premières notes d'un avenir qu'ils commenceraient à composer ensemble, un an plus tard. La lumière du matin baignait la petite place du village. Les bancs étaient occupés par des visages familiers, des habitants en habits d'été, des enfants assis par terre, les yeux rivés vers la petite scène montée sous le vieux tilleul. L'air sentait les fleurs fraîches, la lavande séchée et les souvenirs heureux, un piano droit. Un banc était installé au centre. Juste à côté, Élise distribuait des programmes pliés en 2, décorés de dessins faits main. Elle portait une robe bleu clair, ses cheveux relevés, un air paisible dans le regard. À ses côtés, Gabriel se tenait droit, une chemise sobre, les mains dans les poches, les yeux fixés vers le clavier encore silencieux.
Il ne parlait pas. Il ne bougeait presque pas. Il attendait. Puis, les murmures s'apaisèrent. Anna entra sur scène. Elle avait 17 ans désormais. Ses cheveux attachés en une tresse délicate, un sourire discret aux lèvres. Elle portait une robe blanche, simple, mais sur elle, tout avait l'air d'un miracle. Elle salua le public, puis s'assit au piano. Un silence parfait. Et alors, elle joua. La mélodie débuta, douce et grave, un mélange de nostalgie et d'espérance. C'était une composition originale. À chaque note, on devinait une histoire, un pardon, un retour. Les yeux d'Élise se mouillèrent. Gabriel resta immobile, mais sa gorge se serra. Et quand la dernière note se suspendit dans l'air comme un soupir retenu, Anna resta quelques secondes immobile. Puis elle se leva, s'avança vers le micro. « Merci d'être venu, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Merci à ceux qui ont cru en moi, même en silence. » Elle regarda la foule. Puis ses yeux trouvèrent Gabriel. Elle sourit, sincèrement, sans retenue. « Merci à mon père qui m'a trouvé sans jamais m'avoir cherché. » Un murmure parcourut la foule. Certains applaudirent déjà, d'autres s'essuyaient les yeux. Gabriel ne bougea pas, jusqu'à ce qu'Élise glisse doucement sa main dans la sienne. Et cette fois, elle ne la lâcha pas. La caméra s'éleva lentement. On vit la petite place baignée de lumière dorée, le piano, les visages heureux, les deux mains liées. Au loin, les collines entouraient le village comme des bras protecteurs. Une brise légère souleva les feuilles. Le monde semblait enfin à sa juste place, et dans ce coin reculé de la France, une nouvelle famille venait de naître, pas par le sang, mais par choix, par vérité, par amour.